back vibe, baby. Straight up. It's just a laid back vibe, baby. Straight up. It's just a laid back vibe, baby. Straight up. It's just a laid back vibe, baby. Straight up. It ain't nothing but a laid back vibe. Bonjour à tous, en ce 30 mars, dimanche 30 mars 2025, on se retrouve pour un point lecture où je vais vous parler de deux lectures comme d'habitude et puis aussi faire le point sur mes dernières lectures et ma lecture en cours. Et nous avons en guest star mon chat Jean-Pierre, on verra bien s'il reste le temps de la vidéo, mais qui fait sa petite sieste sur mon canapé de lecture. Alors, je vais commencer par vous parler d'un roman dont je vous ai beaucoup parlé sur tout le mois de février, puisque je l'ai lu, sur tout le mois de février, entrecoupé d'autres lectures. C'est une lecture que j'ai faite conjointement avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Littéculture. Je mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'informations. Et donc, il s'agit du roman d'Isabelle Allende, La maison aux esprits, un roman que très certainement beaucoup d'entre vous ont déjà lu, un roman qui était paru au tout début des années 80 et que je n'avais jamais lu. Alors, c'est un roman historique qui se situe dans un pays que l'on devine être le Chili, donc le Chili étant le pays d'Isabelle Allende. Et en fait, on va suivre tout au long du XXe siècle l'histoire de la très folle famille Trueba qui va se retrouver aux prises avec l'histoire de son pays. Et il s'agit d'une famille bien barrée, quelles que soient les générations. Alors en personnages principaux, il y a Esteban qui est le patriarche. Esteban, c'est un homme issu d'un milieu extrêmement modeste. C'est un homme qui est parti de rien, qui est parvenu à se construire un empire agricole et à faire fortune sur un petit bout de terre. Il va devenir un des plus riches exploitants agricoles du pays. C'est un personnage ambitieux, dominateur, colérique, violent, un homme absolument ignoble qui n'a jamais appris à identifier ni à exprimer ses sentiments. Donc on va suivre Esteban depuis son âge de jeune adulte jusqu'à sa mort en fait. On va suivre également, donc en autre personnage principal, il y a Clara, qui est son épouse par défaut, puisqu'initialement il devait épouser la sœur de Clara. Alors Clara, c'est une femme fantasque, très très éthérée, qui est en permanence à côté de ses pompes et qui a une enfance pas très rigolote, hein, qui a été témoin de trucs pas cool du tout dans son enfance. Et Clara, sa particularité, c'est qu'elle est médium et en fait, c'est quelqu'un qui vit autant avec les vivants qu'avec les morts et aussi qui passe son temps dans sa bulle à consigner tout ce qu'elle fait, absolument tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle perçoit dans ses cahiers. Elle remplit plein de cahiers, de carnets. Alors, il y a également un personnage important dans ce roman, il y a Blanca, qui est la fille donc, de Clara et d'Esteban. Blanca qui tombera amoureuse d'un des serviteurs de son père, ce serviteur est également un contestataire du régime en place, ce qui développera la fureur d'Esteban
parce qu'Esteban a des visées politiques. Je passe bien d'autres personnages parce que c'est un roman très dense, mais il y a également Alba, qui est la petite fille héroïque d'Esteban et de Clara. Alba, c'est un personnage important qui viendra clôturer cette histoire. Il y a également une multitude d'autres personnages, tous plus étranges et extravagants les uns que les autres. Et il y a également le chien Barabbas, un chien qui, bien que mort depuis le tout début de l'histoire, eh bien, va suivre cette famille Trueba tout au long de toutes ces générations, de toutes ces histoires. Alors, les aventures de ces nombreux personnages vont se mêler dans un tourbillon d'événements autour de l'histoire sociale et politique du pays, donc autour de l'exploitation de petites gens, la montée du communisme, la victoire d'un président de gauche, le renversement du pouvoir, l'instauration d'une dictature militaire. On reconnaît là l'histoire du Chili. Et pas mal de membres de la famille Trueba seront impliqués de façon très très différente et opposée dans ces différents mouvements sociaux et politiques. C'est difficile dans ces danses de résumer ce roman, mais c'est une histoire très très rythmée, ultra bien construite, avec une narration très originale, une écriture très jolie, très originale, très drôle. C'est une vraie cavalcade sur presque tout un siècle. L'écriture est vraiment belle, elle n'est pas du tout désuète pour un roman qui est paru au début des années 80. C'est une écriture très riche, très sensuelle, pleine d'images, d'odeurs, de couleurs. Une plume pleine de fantaisie avec un humour très très piquant. J'ai beaucoup aimé cette plume, vraiment, j'ai vraiment accroché directement à la plume d'Isabelle Allende. J'ai trouvé ce roman assez exigeant en attention, c'est pour ça que je l'ai lu sur tout un mois et je l'ai entrecoupé d'autres lectures plus courtes. Je l'ai trouvé exigeant parce que les personnages sont très nombreux, parce qu'en plus il y a l'histoire politique derrière où il faut raccrocher. Moi, c'est une histoire que je connais assez peu. Une histoire assez compliquée, et donc des personnages nombreux, et puis qui parfois disparaissent durant un long moment avant de revenir dans une autre histoire, et cette histoire elle-même est aussi faite d'un nombre très important. Il y a plein de petites histoires dans la grande histoire, en fait, donc c'est assez exigeant, voilà. En plus, donc la plume est vraiment très très dense avec de nombreux développements, de longues descriptions. Alors moi ça me va, mais là c'était, pour le coup j'étais un peu fatiguée sur le mois de février, ça m'a demandé beaucoup d'attention, c'était un peu laborieux pour moi. J'ai eu parfois envie ou même besoin de décrocher puisque j'ai lu d'autres choses, en lisant des romans un peu plus légers et plus courts surtout, plus faciles, et ça m'a permis de beaucoup mieux y revenir à chaque fois, et à chaque fois que j'y revenais avec grand plaisir. J'ai aimé que soit racontée la terrible histoire du peuple chilien par le biais de la vie de cette famille, la famille Trueba. J'ai trouvé la plongée sociale et historique très bonne, l'intrigue politique vraiment bien menée, et le fait que la famille Trueba soit par contre complètement barrée, notamment le côté médium de Clara, par contre ça a fini par m'agacer. J'en voyais pas la plus-value sur le roman historique et sur l'histoire de cette famille, mais malgré ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le personnage d'Esteban, le personnage principal, irascible, violent, très revengeur, mais aussi on le découvre au fur et à mesure du temps, plein d'amour, plein de sensibilité rentrée, et c'est un personnage qui, même s'il est absolument horrible, m'a énormément touchée. Et ces prises de conscience tardives et aussi très furtives sont très très intéressantes et très humaines, même s'il a fait il a été à l'origine de pas mal d'abominations dans l'histoire sociale de son pays. J'ai trouvé que c'était une saga familiale extravagante, très très dense, qui montre toute la cruauté dont sont capables des êtres humains ou des dirigeants pour conserver leur confort.
Une histoire qui montre aussi la rapidité avec laquelle une famille ou un pays peut se déchirer, s'entre-déchirer. Voilà, ça c'est ce que j'ai retenu de ce livre, en plus de sa très très belle plume. Par contre, je dois dire que je suis vraiment passée complètement à côté de l'aspect féerique un peu qu'a voulu donner Isabelle Allende à son récit, ne serait-ce que par son titre, La Maison aux Esprits, avec ses histoires de médiums, d'esprits, de fantômes. Ça m'a un peu gonflé, je dois dire, et je n'en ai pas vu l'intérêt, la plus-value sur l'histoire, à part d'écrire encore une fois un personnage très très extravagant. Voilà, j'ai mis plusieurs semaines, à vrai dire, à digérer ce roman, à m'interroger quant à savoir si j'avais aimé ou pas ce roman. J'ai aimé, c'est sûr que c'est une lecture qui m'a marquée. Lorsque j'ai fait ma chronique sur Instagram, j'avais conclu en disant que j'avais plutôt moyennement aimé. Mais là, le fait d'en reparler, eh bien, je me rends compte que je l'ai encore beaucoup en tête, que j'ai encore l'écriture, l'univers, l'ambiance et certains personnages en tête. Et c'est ce qui me fait dire que pour moi, ça a été vraiment une très très bonne lecture et qu'au final, je pense que je peux dire maintenant avec du recul que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà pour mon retour sur La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Alors, Jean-Pierre qui écoute attentivement et qui continue sa toilette. Ce livre dont je voulais vous parler, et c'est très rigolo, c'est pas du tout fait exprès, mais je me rends compte qu'on va rester dans le thème de la famille complètement folle dingue. C'est le dernier roman d'Édouard Louis, L'Effondrement. Donc son dernier roman est paru en octobre 2024. Et donc Édouard Louis, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est toujours de l'autofiction, il se raconte au travers il raconte sa famille et par le biais de ses autofictions familiales, il analyse, il s'analyse un peu lui-même, il analyse le monde, il prend du recul. Enfin, j'aime beaucoup son travail. Dans ce dernier roman, Édouard Louis rend un hommage à son frère aîné, un frère qu'il détestait, qu'il ne fréquentait plus du tout depuis plusieurs années, et ce frère qui est décédé il n'y a pas très longtemps, malheureusement, à l'âge de 38 ans. Ce grand frère était quelqu'un de violent, d'impulsif, de misogyne, d'homophobe et surtout alcoolique. Il avait cherché à tuer son frère Édouard Louis lorsque celui-ci avait révélé son homosexualité à sa famille. Et au moment du décès de ce frère, l'auteur ne l'avait pas vu depuis 9 ans. Il avait dû couper les ponts avec lui, comme avec pas mal d'autres membres de sa famille, une famille très dysfonctionnelle, tout simplement pour se protéger. Alors en parallèle de la narration des moments familiaux qui vont entourer le décès de ce frère, un décès qui était quand même attendu puisqu'il était malade d'alcool, le corps ne tenait plus. Donc en parallèle de ce récit autour du retour dans sa ville d'origine et des moments familiaux autour des funérailles principalement, eh bien Édouard Louis va nous raconter la vie de ce frère, la relation qu'il a eue avec lui, et il va piocher dans ses souvenirs d'enfance et d'adolescence. Et comme cela, on va rencontrer un gamin qui avait plein de rêves, de passions, de projets, tout cela ayant été refusé par un père humiliant qui avait toute la maisonnée à sa botte et qui prenait ce garçon aîné pour un taré et ne manquait aucune occasion de le lui dire, de le lui rappeler. Et on va découvrir le triste destin et le triste déclin d'un enfant brisé qui, toute sa vie, a cherché à attirer l'attention et le respect de son père, qui a fini par perdre totalement l'estime de lui-même, et puis lui-même qui est devenu aussi méchant, aussi violent, aussi humiliant que son père, et puis qui a fini par se réfugier dans l'alcool. Alors ce frère, on ne va pas connaître son prénom, on ne nous donne pas le prénom de son frère, Édouard Louis, mais en fait on se rend compte que ce frère n'a pas eu l'occasion, comme Édouard Louis, de saisir quelques filets qui pouvaient se présenter en termes d'études ou autres pour s'extraire de ce milieu très figé, très violent et très limitant dans lequel il était né.
Donc ce frère, lui, il s'est plongé dans ses rêves, dans ses illusions les plus folles, ainsi que dans l'alcool, pour tenter de s'échapper. Donc Édouard Louis raconte l'effondrement de ce frère alcoolique qui avait fini, qu'il avait fini par détester profondément et ne plus voir. Il raconte sa longue descente vers une mort solitaire. Ce frère est mort seul dans son petit studio miteux, lorsque son corps a fini par lâcher définitivement, donc à l'âge de 38 ans. C'est une histoire qui est racontée de façon simple, crue, mais sans aucun jugement, sans aucune rancune. Édouard Louis, il pointe l'extrême violence de ce frère envers lui, mais aussi il réussit à pointer toutes les pointes de gentillesse et d'affection dont ce frère était capable lorsqu'il était sobre. Alors c'était très très rare dans son adolescence, et puis c'était jamais sur la fin de sa vie. Et puis, pour mieux approcher et pour mieux comprendre ce frère après sa mort, Édouard Louis va profiter de ces quelques temps qu'il passe dans la famille pour aller rencontrer quelques ex-compagnes de ce frère, discuter avec elles. Et elles ont toutes subi la violence de cet homme alcoolique. Et elles dressent aussi le profil d'un homme au-delà de la violence. Elle lui confirme bien que lorsqu'il était sobre, ou dans certains moments, c'était quelqu'un de vraiment fondamentalement gentil, plein d'amour, plein de tendresse, mais aussi quelqu'un sans aucune confiance en lui, qui s'embarquait toujours dans des plans foireux pour essayer de réussir et de plaire, et puis qui finissait toujours par confier son désarroi aux reines de l'alcool. Donc c'est l'histoire d'une vie brisée, d'une victime de la bêtise, de l'injustice et de manque d'amour, ce qui est assez malheureusement classique dans un processus alcoolique. C'est un livre passionnant et très touchant qui permet vraiment d'aller au-delà des apparences sur l'alcoolisme et des comportements qui y sont souvent associés. J'ai trouvé ce livre très intelligent, comme toujours très courageux, plein d'amour, de résilience. J'aime beaucoup ce travail autofictionnel que nous propose Édouard Louis. C'est très fin, très courageux, intelligent. Et je trouve vraiment particulièrement ce dernier roman très très réussi. Voilà pour mon avis sur l'effondrement d'Édouard Louis. Alors, au niveau de mes lectures en cours ou terminées, j'ai terminé, je crois que je ne l'avais pas terminé au moment du dernier point lecture, j'ai terminé le roman de Hans Fallada, Seul dans Berlin, que j'ai beaucoup aimé. J'en reparlerai prochainement dans un point lecture. J'ai lu cette semaine le dernier roman de Muriel Magellan, une auteure française que j'aime beaucoup, la fantaisie, sauf que là, j'ai pas du tout aimé, principalement parce qu'elle s'est lancée dans le développement personnel et que j'aime pas du tout le développement personnel, donc j'ai pas du tout aimé ce roman. J'en reparle très vite, je m'attarde pas dessus. Il se lit très très vite, vraiment c'est écrit gros, ça se lit en 2 demi-journées et c'était terminé. Je suis en train de lire le tome 1 de la saga Le goût du bonheur de Marie Laberge, donc qui est une saga familiale québécoise. Alors, je m'ennuie un petit peu, c'est très très bien écrit, mais je crois que c'est pas du tout ce que je recherche pour le moment, donc il est bien possible soit que je l'abandonne, soit que je le mette de côté, malgré la jolie écriture et les personnages intéressants, mais je m'ennuie. Voilà, je pense que ce n'est pas du tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Peut-être que j'ai déjà la tête en Italie avec le challenge Les auteurs italiens et j'ai hâte de commencer dès mardi un roman de cette pile à lire. C'est peut-être ça, sinon j'ai très très envie de classiques. Donc je vais peut-être sortir un Balzac de ma pile à lire, je ne sais pas trop. Je vais essayer d'insister là sur la fin de ce dimanche de lecture sur le Marie Laberge, mais je le sens parti pour un abandon. On verra, je vous en parlerai lors du prochain point lecture. Voilà pour ce point lecture de ce dimanche. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs, si vous connaissez Édouard Louis,
si vous l'avez déjà, si vous l'avez lu, si vous appréciez. Quel est votre avis si vous l'avez lu sur La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende? Et puis comme d'habitude, eh ben, dites-moi ce que vous lisez en ce moment, si vous faites de belles lectures, si c'est un bon moment, une bonne fin de mois de lecture pour vous, si ce mois de mars a été sympa en termes de lecture. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche et je vous dis à très bientôt pour un prochain point lecture et on échange très vite en commentaire.